Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 20 mai 2026 et notre cher ami Ray McGovern est avec nous. Bienvenue à nouveau, Ray. Merci, Nima. Ray, je voudrais commencer par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Il y a un article sur Axios qui dit que Donald Trump a eu un appel téléphonique mardi avec Benjamin Netanyahu. Apparemment, Donald Trump veut obtenir quelque chose. Il veut parvenir à un accord avec l'Iran. Mais Benjamin Netanyahu n'accepte pas cette idée. Lui, il veut que la guerre continue. Au moins pour frapper les infrastructures importantes en Iran avant de quitter le théâtre des opérations. Il veut frapper l'Iran autant que possible avant de mettre fin à la guerre. Et il semble que Donald Trump soit en désaccord avec Benjamin Netanyahu sur ce point. C'est ce qu'a rapporté Axios. Mettez ça de côté. Ce qu'on a appris du côté iranien, c'est qu'il parle de tout, à la fois ouvertement et en secret. Toutes les informations montrent que les États-Unis se préparent à une nouvelle phase de guerre. C'est pour ça que l'Iran est totalement prêt à ça. On a aussi appris, de sources pakistanaises et iraniennes, qu'aujourd'hui, un responsable pakistanais est allé en Iran. Je ne me souviens plus exactement de sa fonction, c'était quelque chose d'interne, je crois. Mais il est allé en Iran pour transmettre le message des États-Unis aux Iraniens. Les négociations sont en cours. À mon avis, on aura quelque chose d'ici 48 heures. Soit une nouvelle phase de guerre, soit l'annonce de négociations, ou peut-être même un accord. Quelle est ta lecture de la situation, Ray? Eh bien, Nima, je pense que tu mets le doigt sur les nouveaux éléments. Il y a des négociations en cours, certaines assez directes, voire très directes, entre l'Iran et les États-Unis. Trump semble vraiment chercher une porte de sortie dans cette affaire. Netanyahou, évidemment non. Alors la vraie question, c'est de savoir si Netanyahou a toujours la même influence sur Trump qu'avant que les Israéliens ne commencent à attaquer l'Iran le 28 février. Et comme notre secrétaire d'État l'a expliqué, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'était assez incroyable de voir à quel point il a été franc. Il a dit, eh bien, les Israéliens nous ont prévenus qu'ils allaient attaquer l'Iran et on s'est dit qu'ils allaient probablement riposter contre nous. Alors, on a voulu agir de manière préventive et attaquer aussi l'Iran pour éviter de subir trop de pertes. Et il n'y avait aucun journaliste sur place, aucun correspondant d'agence. Ils ont dit, ah bon, donc Marco, en d'autres termes, c'est Bibi qui t'a poussé à le faire. Bibi a dit, on attaque, et ils ont attaqué. Et toi, tu t'es dit, bon, alors nous aussi, on doit y aller. C'est bien ça? Bien sûr que c'est ça. Et le directeur adjoint du renseignement national, Joe Deck, oui, lui, il a bien fait en sorte que quand il a démissionné, ils disent clairement, il n'y avait aucune menace immédiate pour qui que ce soit. Tout ça, c'était l'œuvre des Israéliens et du lobby israélien ici, aux États-Unis. Alors, quand on a ce genre de preuves directes, il faut dire, d'accord, voilà ce qui s'est passé à l'époque. D'accord, le 28 février. Et puis Rubio, 2 jours plus tard, qui admet, plus ou moins, que les Israéliens nous ont poussés à le faire, non? Eh bien, les choses ne se sont pas passées aussi bien que ce que le chef du Mossad avait annoncé quand il avait informé le président Trump à distance, depuis la salle de crise de la Maison-Blanche. Alors, est-ce que Trump va finir par comprendre que, waouh, soit il ne savait pas à quel point c'était grave, soit ils nous ont trompés, d'accord? Est-ce qu'il est assez intelligent, assez courageux, et est-ce qu'il a assez de soutien politique pour pouvoir dire « non, pas cette fois, allez-y, essayez donc de frapper encore un peu plus d'infrastructures ». Cette fois, on n'en fait pas partie. On a tous ces contacts et on va obtenir une forme de résolution de cette affaire qui nous conviendra et qu'on pourra présenter comme si on avait convaincu les Américains qu'on avait empêché l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire.
Et puis, au-delà de tout ça, tu sais, Trump ne va sans doute pas en parler à Netanyahou. Mais la réalité, c'est que les Russes, comme les Chinois, ont mis en garde les États-Unis et Israël. Les Russes, eux, ont dit clairement, c'est totalement inacceptable, d'accord? Relancer cette guerre, c'est inacceptable. Même envisager d'envoyer des troupes au sol, совсем неприемлемо, d'accord? Совсем veut dire totalement, complètement. Ce n'est pas comme en particulier. Ça veut dire dans l'ensemble, complètement, totalement inacceptable. D'accord? 2 jours plus tard, qui dit la même chose? Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères. Ce n'est pas n'importe qui, et il utilise très rarement des termes aussi forts. Alors, laissez-moi ajouter ceci. Avec Poutine en Chine aujourd'hui, avec leur communiqué conjoint qui met en avant leur collaboration extrêmement étroite, avec le fait qu'il n'y a pas eu de communiqué après la visite de Trump parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur grand-chose, d'accord, avec 40 accords économiques et autres signés à Pékin, et avec Poutine qui déclare que leur relation atteint un niveau sans précédent. Eh bien, il avait déjà dit ça le 4 février 2022, non? Quand il avait aidé Xi à lancer les Jeux olympiques d'hiver. Alors, est-ce qu'il exagère cette fois? Eh bien non, ils ont obtenu ça. C'était le précédent. Ils sont encore plus proches, d'accord? Alors maintenant, que vont-ils faire? Eh bien, ce qu'ils vont faire, personne. Enfin, on en saura peut-être plus quand d'autres informations sortiront. Mais il y a eu des critiques directes sur ce que font les États-Unis, comme le dôme de fer et tout ce genre de choses. Il y a eu aussi des propos accusant certains de semer le chaos dans le monde. Et tout le monde sait de qui on parle. Alors, serait-il prêt à encourager une résolution en Iran? Bien sûr que oui. Et les Chinois ont pris contact, tout comme les Pakistanais, et d'autres aussi. Les Chinois disent « Regardez, on est prêt, on peut aider ». Et les Russes disent « Oui, nous aussi on peut aider ». Il y a donc toutes sortes de sorties possibles pour Trump. Maintenant, essayer de prédire ce que Trump va faire, c'est une perte de temps. Et je ne vais pas m'y risquer, d'accord? Mais il a des options, et il sait trouver les mots pour faire passer l'idée que ce n'était pas une défaite totale, qu'ils ont empêché l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, alors que toi et moi, on le sait bien, mais qu'un tout petit pourcentage d'Américains le sait. Ils ne travaillaient pas sur une arme nucléaire. Ils ont arrêté en 2003. Faites le calcul, d'accord? Donc, s'il veut communiquer là-dessus, et si les Iraniens acceptent de signer un petit bout de papier, peut-être qu'ils pourront en finir avec cette histoire. Oui, on a promis de ne pas développer d'armes nucléaires. C'est une petite concession. Si, comme la plupart des gens le pensent, enfin, la plupart de ceux qui connaissent les renseignements à ce sujet, ils n'ont jamais voulu, en réalité, ils ne veulent pas, parce qu'ils ont une fatwa religieuse contre le développement d'une arme nucléaire. L'enrichissement, le traitement, ce genre de choses, c'est différent. Et là-dessus, ils peuvent faire des concessions, comme ils l'ont fait pour le JCPOA. Il y a quoi? 11 ans maintenant. Donc ça, c'était quelque chose de bien qu'Obama a fait, d'accord? Et Poutine a d'ailleurs félicité Obama pour cet accord. Il a dit qu'on ne pouvait pas lui retirer le mérite. Et il y a des moyens de contourner les blocages. Donc je suis plutôt optimiste. Mais, comme je le dis, je dois le répéter, l'imprévisible, vraiment, je ne devrais pas essayer de le prévoir. L'autre signe positif, Ray, c'est que les données de navigation montrent que 26 navires ont traversé le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures, après avoir coordonné avec l'Iran. C'est déjà quelque chose. En temps normal, on en a une centaine par jour. Donc là, on est à environ 25% du trafic habituel du détroit d'Ormuz. Moi, je trouve que c'est un signe positif. Ça ne donne pas l'impression qu'une guerre est sur le point d'éclater. Enfin, je ne sais pas.
Oui, je suis d'accord. C'est un signe positif si on compare avec les jours d'avant. En d'autres termes, les jours précédents, si je me souviens bien, c'était au maximum une dizaine, peut-être 5 ou 4. Et maintenant, tu dis quoi? 26, quelque chose comme ça. Oui, 26 navires, oui. Oui, je suis d'accord. C'est un bon signe. Les Iraniens, je dois dire que je suis vraiment impressionné par leur intelligence. Vous savez, ils serrent la vis, puis ils la desserrent un peu, ils font des exceptions pour tel ou tel pays, et ensuite ils resserrent encore. Donc ils ne vont plus se laisser manipuler. Ils ne vont plus se faire avoir. Vous savez, trompe-moi une fois, trompe-moi 2 fois. Les États-Unis ont déjà 2 avertissements. Il faut donc trouver un accord, d'une manière ou d'une autre. Et Trump doit enfin faire face à Netanyahou et lui dire « Écoute, c'est toi qui nous as mis dans ce foutu pétrin. » On va essayer de vous aider à sortir de cette situation, que ce soit face aux missiles dont on sait qu'ils sont toujours aux mains de l'Iran. Vous savez, Trump dit « Oh, ils n'ont plus qu'environ 17% de leurs missiles. » Et là, la CIA arrive et dit « Eh bien, en réalité, c'est plutôt, peut-être que vous n'avez pas bien compris, ce n'est pas 17, c'est 70, 75%. » Ces missiles sont en fait produits sous terre. Et comme vous le savez, ils ont la capacité de causer des dégâts bien plus graves à Israël que ce qu'ils ont déjà fait. Sans parler des dommages qu'ils peuvent infliger aux bases américaines, à ce qu'il en reste, dans et autour du Golfe Persique. Oui, vraiment, je suis sûr que... Ray, I'm sure that we don't know if Donald Trump has talked. On ne sait pas si Donald Trump a parlé ou discuté de la situation en Ukraine avec Xi Jinping lorsqu'il est allé en Chine. Mais je suis sûr que l'un des principaux objectifs, ou l'un des grands thèmes du sommet entre Poutine et Xi, c'était bien la question de l'Ukraine. Et on a l'impression que la guerre en Ukraine continue encore et encore sans fin. En ce moment, on entend dire que les Européens envisagent une forme d'escalade. On parle même d'attaquer la Russie depuis la Lettonie. La Lettonie demande aux États-Unis de déployer des armes nucléaires sur son territoire. Mais quelle est cette escalade au juste? Ray, quelle est votre lecture de la situation en Ukraine? Et comment Donald Trump pourrait-il ne pas négocier, ne pas parler, ne pas chercher une solution? Parce que jusqu'à présent, d'après ce qu'on entend, il ne semble pas y avoir de véritable discussion entre les deux parties, les États-Unis et la Russie. Installer des armes nucléaires en Lettonie, c'est tout simplement incroyable. S'ils font ça, c'est la fin de la Lettonie. Quelle est votre compréhension de tout cela? Bon, je vais devoir faire très court. Franchement, je ne comprends pas. C'est fou. Ce qui m'étonne vraiment, c'est l'influence que Trump exerce aujourd'hui sur les Européens. Les Russes parlent encore de l'esprit de l'Alaska, non? L'esprit de l'Alaska. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était l'idée qu'on arrêterait de pousser pour un cessez-le-feu. D'accord? Et les Russes, eux, accepteraient qu'on freine les Ukrainiens. Si on parle franchement à Zelensky, peut-être qu'on pourrait aller jusqu'à une rencontre à 3, Zelensky, les Russes et nous. Mais on met une vraie pression sur Zelensky. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 3 jours après l'Alaska, les 7 nains, comme je les appelle, venus d'Europe, débarquent dans le bureau ovale. Ils s'installent devant le grand bureau et commencent à parler de la situation. Et là, Trump, comme pour les enfoncer un peu plus, dit « Au fait, je sais qu'on n'a pas fini, mais je dois appeler Vladimir Poutine. J'ai promis oui, vous pouvez patienter un peu ou prendre un café. » Il revient 20 minutes plus tard, histoire de bien leur rappeler qui commande. Et je pensais qu'ils auraient compris le message. Faux, McGovern, complètement faux. Ils ont manœuvré en coulisses pour donner à Zelensky l'espoir qu'il pouvait continuer à suivre cette politique insensée. Donc, les dirigeants européens se retrouvent dans une situation très instable, très délicate politiquement.
very labile, a very delicate situation politically. None of them, the Merz, Macron, Aucun d'entre eux, Scholz, Macron, Starmer, n'a plus de 20% d'opinion favorable. Ils sont sur le départ. Et à mon sens, M. Poutine, avec la clairvoyance qu'on lui connaît, voit bien que d'une certaine manière, ses dirigeants vont disparaître. Et si, entre-temps, ils augmentent les dépenses de défense au point de vraiment pénaliser les travailleurs, au point d'entamer sérieusement les prestations sociales dont profitent par exemple les Allemands ou les Français, alors de nouvelles personnes vont arriver à la tête des gouvernements européens. De nouvelles personnes qui regarderont la Russie autrement. Et la Russie leur dira « Écoutez, nous sommes prêts à coopérer avec vous, mais nous ne voulons pas que ce qui s'est passé en Ukraine se reproduise. Il faut mettre en place une nouvelle architecture qui empêche que cela arrive de nouveau. » Pas d'Ukraine dans l'OTAN. Et soyons raisonnables. Mettons en place un cordon sanitaire, une sorte de zone tampon, et travaillons à faire en sorte de ne pas détruire l'Ukraine, mais de lui donner juste assez pour qu'elle puisse rester l'Ukraine. Quant à la partie de l'Ukraine qui faisait autrefois partie de l'Ukraine, eh bien, elle figure maintenant dans notre Constitution comme faisant partie de la Russie. Oui, sur le terrain, les Russes avancent, lentement, mais ils avancent. C'est de l'usure, encore et encore. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Mes collègues militaires me disent qu'ils font ça pour limiter leurs propres pertes. Les Ukrainiens, eux, ont des drones, et ces drones sont redoutables. Donc, il s'agit de réduire les pertes russes, et dans le même temps, de contenir un peu ces Ukrainiens. Je dirais qu'on peut considérer que c'est accompli à environ 80%. C'était l'un des principaux objectifs que Poutine avait annoncé dès le départ, la démilitarisation. Autrement dit, la démilitarisation, la destruction de l'armée ukrainienne. Alors, que se passe-t-il sur le plan politique? Comment va-t-on obtenir la dénazification, l'autre objectif jumeau? Eh bien là, c'est plus compliqué. Mais vous savez, ces gars d'Azov, ces gens qui admirent vraiment Bandera et d'autres qui ont collaboré avec Hitler, s'ils n'ont plus d'armée, enfin, peut-être que je suis un peu naïf, mais si l'armée s'effondre et que Zelensky est écarté, comme je pense qu'il le sera tôt ou tard, vu toutes ces affaires de corruption qui montrent qu'il est aussi corrompu que n'importe quel autre Ukrainien. Et c'est déjà pas mal corrompu, hein? Alors, les Russes regardent tout ça et se disent « Mon Dieu, ils vont pas lâcher l'affaire. » Mais qu'est-ce qu'ils ont au juste? Eh bien, ils ont ces drones à longue portée, c'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème, c'est pénible, et ils veulent vraiment y mettre fin. Mais ces déclarations à propos de Riga, en Lettonie, ça n'a tout simplement aucun sens. Et même dans un geste assez inhabituel, voyons, c'était il y a quelques jours, la CIA russe, enfin, l'ancien KGB, le SVR, a fait une annonce publique. Alors moi, j'observe la Russie et l'Union soviétique depuis longtemps, et je ne me souviens pas que le KGB ait jamais fait une annonce publique. Où est-ce que c'est déjà? Ah, voilà, ils disent que l'Ukraine prépare des frappes contre la Russie depuis le territoire letton. Ah, et voici le service de presse. Donc, ils ont un service de presse comme la CIA a le sien. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie rapporte que le régime de Zelensky cherche à mettre en scène tout ce genre de choses et qu'ils vont faire décoller des drones depuis les territoires de pays coopérants, y compris la Lettonie. D'accord? L'idée, c'est que ces tactiques vont réduire de façon importante le délai entre le lancement et la cible. Et d'une manière ou d'une autre, les autorités de Kiev ont convaincu les Lettons qu'il est très difficile de savoir d'où ces missiles ou ces drones ont été tirés. C'est presque impossible à déterminer.
Et donc, il y a eu une coïncidence entre la russophobie des dirigeants actuels de la Lettonie et leur incapacité à réfléchir de manière critique, à penser à la façon de préserver leur propre pays. Parce que, comme on le sait, la photographie moderne et la collecte d'images satellites permettent aujourd'hui d'identifier précisément les coordonnées, le point de départ exact d'où le drone a été lancé. Et c'est là que ça devient vraiment grave. En même temps, il serait utile de rappeler que les coordonnées des centres de décision situés sur le territoire letton sont bien connues. Et l'appartenance du pays à l'OTAN ne protégera pas la Lettonie, complice des terroristes, d'une riposte. J'ai vérifié la version russe. C'est exactement ce qui est dit. Donc, l'adhésion à l'OTAN ne protégera pas ces gens d'une riposte, une riposte appropriée à laquelle ils doivent s'attendre. Retribution that is should be expected. So, what's going on here? Well, Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je pense que ce sont des avertissements. Oui, clairement des avertissements. Mais est-ce que Poutine autoriserait une attaque sur Riga ou sur certaines installations? Cet avis du SVR mentionne 5 bases aériennes d'où ces engins pourraient être tirés, non? Donc c'est assez précis. Écoutez, vous les Lettons, vous êtes fous ou quoi? Comment les Ukrainiens peuvent-ils vous dire qu'on ne peut pas savoir d'où ces tirs sont partis? Bon sang, c'est insensé. Alors est-ce que les Lettons feraient ça? J'en doute. Mais imaginons qu'ils le fassent. Imaginons qu'ils lancent 2 ou 3 engins. Là, je pense qu'on se retrouverait dans une situation où Poutine se dirait « Très bien, mes services de renseignement les ont prévenus de ce risque. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et c'est à mon avis exactement ce dont il parlait avec Xi Jinping hier. Il y a toute une histoire derrière ça. En février, le 4 février 2022, Poutine a dit à Xi qu'il n'avait pas le choix, qu'il était obligé d'envahir l'Ukraine. Et il a attendu une objection. Parce que, vous savez, la politique étrangère chinoise était claire. On ne viole pas les frontières, on n'attaque pas un autre pays. Et comme je l'ai déjà dit dans votre émission, Xi a répondu « D'accord, mais attends la fin des Jeux olympiques. » Les Jeux d'hiver de Pékin se sont terminés le 20 février. Donetsk et Louhansk ont déclaré leur indépendance. La Russie les a reconnus. Ils ont fait approuver l'invasion par la Douma. Et c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Alors pourquoi je raconte tout ça? Eh bien parce que je pense qu'on arrive maintenant à un tournant dans ce qu'on appelait autrefois l'Europe de l'Est, les pays baltes, la Pologne et même la Finlande aujourd'hui. The Baltics, Poland, and even Finland now. And Putin is understandably under considerable pressure. Poutine subit, on peut le comprendre, une forte pression de la part des vrais faucons au sein de la hiérarchie russe, comme Karaganov et Medvedev, et de leurs déclarations publiques. Il l'incite non seulement à détruire complètement ses bases européennes, mais aussi les capitales et les centres de décision européens, voire à envisager l'usage de l'arme nucléaire. Eh bien, je dois dire que je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent que Poutine prendrait facilement une telle décision. Enfin, je devrais reformuler, ce ne serait évidemment pas facile. Mais je pense qu'après avoir gagné la guerre, après avoir subi ces petites attaques, vous savez, quand ils ont tiré autant de missiles sur Moscou il y a 4 jours, c'était terrible. La différence, c'est qu'il y a eu 3 morts et 12 ou 18 blessés. Et ça, c'est parce que les Russes disposent de systèmes de défense aérienne vraiment très performants. Pas les Ukrainiens, non. Là, il y a une vraie différence. Et si j'étais Poutine, ou si je me mettais à sa place, je dirais face à ces gens-là, « Oh non, il faut les frapper. Il faut leur montrer qu'on est sérieux. Sinon, tu passes pour un lâche. » Et là, tu te dis, un lâche? Mon Dieu, voyons. On a tellement d'avantages ici. La plupart de leurs missiles, de leurs drones, n'arrivent même pas à passer nos défenses. C'est pas comme les Ukrainiens. Eux, ils ne peuvent pas défendre l'Ukraine. On détruit leurs usines de drones, ainsi que leurs autres installations. Alors, bon sang, on est en train de gagner. Ça fait 4 ans que tu dis ça, bon sang. Et maintenant, on a presque gagné. Reste calme.
En d'autres termes, je l'appelle Cool Hand Luke, et je pense qu'on a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi calme, comment dire. Quel est le mot? What's the word? So perspicacious, so calm. Tellement perspicace, tellement calme, et prêt à agir à partir d'une position de force sans se laisser provoquer. Et la dernière chose que je dirais, c'est que des gens comme les Finlandais, ou même, disons, les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens, ils aimeraient plus que tout provoquer la Russie d'une manière qui obligerait les États-Unis à décider s'ils doivent respecter l'article 5 du traité de l'OTAN. Cet article stipule que chaque pays doit consulter sa législation et réagir pour défendre un autre membre s'il est attaqué par une force extérieure. Maintenant, je pense que l'OTAN est un peu en train de s'effriter. Mais je ne suis pas Poutine, d'accord? Et si ma vision de Poutine est juste, quel est le rapport coût-bénéfice ici? Franchement, est-ce que je prendrais le risque, même d'une chance sur 10, que Trump, avec son côté imprévisible, fasse ce qu'il a dit? Erratic as he is, would feel necessary so it's not, the game is not worth the candle in my view. Donc, à mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Cela dit, je pense que Vladimir Poutine en a parlé avec Xi, et j'imagine qu'il lui a dit quelque chose comme « Si les choses tournent vraiment mal, je devrais peut-être faire ça. Tu me suis toujours. » Et je crois que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, même si on n'a pas grand-chose, montre que les Chinois ne diraient pas « ne fais surtout pas ça ». Ils diraient plutôt « écoute, la dernière fois, on a dit qu'on aimait bien le modèle de Westphalie, mais on reconnaît aussi que chaque grande puissance a ses intérêts fondamentaux. » Et parfois, ces intérêts fondamentaux exigent qu'ils fassent une exception au principe de Westphalie. Par exemple, en février, mars et avril 2022, même les Chinois avaient changé de rhétorique. Tout tournait autour des intérêts essentiels, comme ceux qu'ils ont à Taïwan ou comme les Russes en Ukraine. Et pendant 3 ou 4 mois, le principe de Westphalie a été mis de côté. Maintenant, ils y sont revenus, mais c'est normal. Cette consultation à Pékin, à mon avis, est extrêmement importante. Si je n'ai pas été venu à une communiqué reliqué conjoint et valcosigné. Oui, Ray, on avait l'assistant du Kremlin, Yuri Ushakov. On lui a demandé s'il était temps d'abandonner l'esprit d'encourage pour parler plutôt de l'esprit de Pékin. Et il a répondu, eh bien, sans doute que l'esprit de Pékin existe, mais je ne sais pas ce qu'est l'esprit d'encourage, et je n'ai jamais utilisé cette expression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Ray? Parce qu'on parlait d'encourage et de ce sommet en Alaska, qui devait être un moment important, mais jusqu'ici, d'après ce qu'on a vu, ça n'a pas vraiment marché. Oui, les Russes ont le sentiment de s'être fait avoir. Ils ont été trompés. D'accord? Peut-être, et pour être indulgent, peut-être que Trump avait les meilleures intentions, non? En essayant de contenir les Européens de l'Est et Zelensky. Mais malgré ça, il n'a pas réussi. Je veux dire, il n'a pas pu le faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça influence ce que Poutine pense que Trump peut faire vis-à-vis de Zelensky et des Européens? Il y a un contre-signal ici. Et bien sûr, c'était autour du 1er mai et du 9 mai. Le défilé à Moscou, c'était un grand événement. Et les Russes ont été très clairs. Ces menaces venant de Zelensky, laissez tomber, n'y pensez même pas, n'attaquez pas Moscou le 9 mai. Et qu'est-ce que Zelensky a fait? Eh bien, réfléchissez-y. Peut-être qu'il voulait faire comprendre que non, ces attaques, si elles étaient prévues, pourraient vraiment avoir lieu. Et ça, c'est important. Poutine a appelé, et ils ont parlé précisément de ce sujet. Et quelques jours plus tard, Trump est intervenu auprès de Zelensky et lui a dit « n'y pense même pas, d'accord ?» Et ils ont présenté ça comme une trêve de 4 jours, d'accord? Ça couvrait le défilé et tout le reste. Ce que j'essaie de dire,
c'est que Zelensky a écouté Trump à ce moment-là, plutôt que d'écouter les têtes brûlées en Grande-Bretagne, en France ou ailleurs, ou en Lettonie. Alors, comment Poutine va-t-il voir tout ça? Eh bien, on nous a eus pour l'esprit de l'Alaska. Ils nous ont vraiment aidés face à cette menace d'attaque de missiles ou de drones pendant le défilé. Gardons cette porte ouverte. Et si on regarde même Medvedev ou encore Lavrov, ils continuent de dire que les États-Unis essayent sincèrement de trouver une solution sur l'Ukraine. Ils n'y arrivent pas pour le moment, mais leur intention est sincère. Et s'ils veulent aider, il y a un rôle pour eux, mais pas maintenant. Pour l'instant, il faut en finir avec l'Iran, ne pas détourner l'attention de ça. On s'en occupera une fois que ce sera réglé. Ensuite, on traitera la question de l'Ukraine. Ce que les gens ne réalisent sans doute pas, c'est à quel point le changement dans les relations est profond. Moi, qui étudie l'histoire soviétique et russe depuis 60 ans, je n'aurais jamais imaginé dire un jour que les Russes veulent que les États-Unis restent impliqués en Europe. Mon Dieu, oui, absolument. Mais c'est bien le cas. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont le seul moyen possible de contenir les autres acteurs et d'exercer, autant que possible, une certaine influence. Donc il ne s'agit pas seulement de mettre fin au combat et de tracer une frontière avant que les affrontements ne reprennent. Il parle d'une véritable architecture. C'était le genre de projet de traité que les Russes avaient proposé à l'OTAN et aux États-Unis en décembre 2021, avant la guerre. Je sais qu'ils vont continuer à faire pression pour ça, et ils estiment que les États-Unis leur sont favorables. Pendant ce temps, les États-Unis retirent des dizaines de milliers de soldats d'Europe. Et ça, c'est plus qu'un simple geste symbolique. Ce qu'il reste, ce sont des troupes, entre guillemets, appartenant à l'Allemagne de l'Ouest, à la France, enfin, à la Grande-Bretagne. Ces troupes ne représentent pas grand-chose. Donc on voit bien que la situation est en pleine mutation, et pas seulement à cause de Donald Trump. Il y a eu ici une remarque un peu moqueuse sur tout ce flux, sur ce désordre étrange. C'est le mot qu'ont utilisé Poutine et Xi. Bien sûr, ça veut dire Trump. Mais tout ça va finir, et peut-être même avant que Trump ne quitte la scène, si les choses se passent bien en novembre. D'abord, il faut que les élections aient lieu, ensuite qu'elles soient équitables, et enfin qu'elles infligent aux républicains une défaite dont ils ne pourront pas se remettre avant 2 ans. Ces 2 conditions que je viens de mentionner, ce n'est pas une remarque en l'air. Je suis vraiment inquiet. J'ai le sentiment qu'il y a des préparatifs pour utiliser l'agence ICE, voire la garde nationale, afin d'empêcher la tenue d'élections libres en novembre. Et bien sûr, il y a aussi toutes ces histoires de redécoupage électoral qui, dans la plupart des cas, donnent un avantage aux républicains. Alors oui, je crains aujourd'hui les perturbations internes de ce genre plus que jamais auparavant. Et je pense qu'il y a de bonnes raisons d'en avoir peur. Alors, que va-t-il se passer entre-temps? À mon avis, les Russes jouent la montre. S'ils sont vraiment provoqués, alors des gens comme Karaganov ou Medvedev, et ceux qui partagent leur position dure, s'ils arrivent à convaincre Poutine, eh bien un Iskander sur Riga ou sur l'un de ces aérodromes déjà repérés par les services russes, 5 en tout, peut-être que ça lui donnerait une leçon. Mais globalement, je ne pense pas que Poutine choisirait cette option. Le calcul coût-bénéfice que je fais, c'est pourquoi prendre le risque d'un Trump imprévisible qui réagirait au titre de l'article 5, même si ça n'a aucun sens. Beaucoup de choses que fait Trump n'ont aucun sens. Ray, est-ce que tu penses que ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient va apporter un peu de bon sens à toute cette idée de sécurité régionale?
Parce qu'on a entendu dire, enfin, il y a des rumeurs, que la Russie et la Chine, avec l'Iran en coulisses, travaillent sur quelque chose de ce genre, une nouvelle architecture de sécurité pour la région. On a appris ça de l'Arabie saoudite et du Qatar. Ils parleraient d'un pacte de non-agression, quelque chose comme ça. Je n'ai pas entendu ça du côté iranien d'ailleurs. Mais l'Iran parle bien d'une nouvelle architecture de sécurité régionale qui profiterait à tous les pays concernés, ceux qui utilisent ce système de radar, ceux qui sont dans cette zone. Bien sûr, Israël n'en fait pas partie, parce qu'ils ne le veulent pas. Quelle est ta lecture de tout ça? What is your understanding of that? Well, I think we have to recognize that there was a tectonic Eh bien, shift. je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu un véritable bouleversement dans l'équilibre des forces dans la région du Golfe Persique. C'est à ce moment-là que les monarchies du Golfe ont compris que toutes les promesses de protection américaines ne valaient rien. Les Iraniens non seulement pouvaient se défendre, mais ils ont carrément détruit les bases américaines dans la région. La plupart, presque toutes, en réalité. Alors, où cela laisse-t-il le dirigeant de l'Arabie saoudite ou du Qatar? Mon Dieu, ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On avait passé un accord, on leur donne le pétrole, ils nous paient en dollars. Soit ils n'ont pas tenu parole, soit ils étaient tout simplement incapables de nous protéger. Donc au fond, ça se comprend. Et un élément clé, bien sûr, c'est que l'Arabie saoudite a clairement indiqué qu'elle ne laisserait pas les avions américains survoler son territoire si les États-Unis décidaient de lancer une nouvelle attaque. Maintenant, je ne sais pas trop quelle valeur on peut accorder à cette promesse, mais jusqu'ici, on dirait que ça tient. Et puis, il y a cette énorme base là-bas, et aussi au Qatar. Donc, si l'armée américaine ne peut plus vraiment compter sur ce qui reste de ses bases, eh bien, elle va devoir s'adapter à une toute nouvelle configuration. Et pendant ce temps, est-ce que ça ne pousse pas ces pays, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, à se dire, bon, cette vieille architecture s'est effondrée. D'accord, il nous faut une nouvelle, enfin, c'est un mot un peu pompeux, une nouvelle architecture. En réalité, ça veut dire qu'il nous faut de nouveaux protecteurs, de nouvelles façons de recréer un sentiment de solidarité et de sécurité. Et au fond, les États-Unis, ça n'a plus vraiment d'importance, parce qu'ils ont montré qu'ils n'étaient plus de bons protecteurs. Donc ce serait un vrai tournant. Les États-Unis en dehors du Moyen-Orient, et l'Iran, la Russie, la Chine, ainsi que certaines de ces monarchies très riches, jouant une toute autre partition. Et moi, je pense que c'est exactement ce qui va finir par arriver. Je pense qu'il faudra encore plusieurs mois avant que la situation devienne vraiment claire. Mais il y a plus de chances qu'on voit émerger assez tôt une nouvelle architecture de stabilité dans cette région du monde qu'en Europe. Pas avant que ceux que j'appelle les trois souris aveugles, Macron, Scholz et Starmer, aient quitté la scène. Et je pense que Starmer est déjà sur le départ. Scholz, lui, est sans doute le chancelier le plus impopulaire que l'Allemagne ait jamais eu. Et Macron, de son côté, part aussi l'année prochaine. Donc, encore une fois, je pense que Poutine joue sur le long terme. Il a, à mon avis, suffisamment de soutien autour de lui. Et je pense que les dissidents, comme Karaganov et d'autres, ont la possibilité de s'exprimer. Et si c'est le cas, c'est aussi parce que la dissidence est permise. Je veux dire, enfin, ce n'est pas comme Staline, ni même comme Poutine. On peut avoir des voix différentes, mais en même temps, ça sert aussi les intérêts de Poutine, dans la mesure où ça lui permet de dire « Regardez, je suis sous pression. Vous voyez. » Et ces types ne veulent pas seulement que je frappe des centres de décision comme Berlin, Paris ou Londres. Ils veulent que j'utilise leurs armes hypersoniques. Et on en a. D'ailleurs, on vient d'en tirer une, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était à Dnipro. C'était contre une sorte de grand complexe industriel, probablement un site de production d'armes. Donc vous voyez, on a toutes sortes de moyens à notre disposition, sans aller jusqu'aux armes nucléaires.
Je pense qu'on peut écarter, pour l'instant, l'hypothèse des armes nucléaires. Des frappes aériennes sur des capitales européennes, l'article 5, le calcul coût-bénéfice, tout ça, je crois qu'on peut le mettre de côté. La vraie question, c'est de savoir si les Russes vont réussir à obtenir de Xi son nihil obsta, en gros, son feu vert, pour, disons, une petite frappe sur un aérodrome en Lettonie, d'où, on le sait, des drones ont été lancés très loin, vers la Russie. Ça, peut-être que ce serait toléré. Mais même là, je pense que les Chinois hésiteraient, tout comme Poutine d'ailleurs. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai beaucoup observé Poutine. C'est un juriste, et les juristes ne prennent pas de gros risques. Or, tester si l'article 5 du traité de l'OTAN fonctionne encore, c'est un très gros risque. Ray, je veux te faire écouter un extrait qui montre les membres de la délégation politique en route pour Gaza. Ils ont été arrêtés par les Israéliens au port d'Ashdod. Et voici la vidéo, Ray. Here is the video, Ray. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. Yeah. Here, Ben Gvir says, "Welcome to Israel." Ici, Ben-Gvir dit « Bienvenue en Israël ». C'est nous qui sommes aux commandes ici. Ils sont arrivés pleins de fierté. Et regardez-les maintenant. Pas des héros, rien du tout. Des soutiens du terrorisme. Et Ray, qu'est-ce que... Parce que Benjamin Netanyahu a déclaré que ce genre de comportement n'était pas acceptable, tu vois. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël était furieux à propos de cette affaire, parce qu'il disait « On fait énormément de choses en coulisses, et sur le terrain, vous êtes en train de tout gâcher. » Il faisait référence à Ben-Gvir, parce que Ben-Gvir a publié cette vidéo. Et il ne semble pas qu'il y ait de désaccord entre eux sur le fond, sur la manière dont ils se comportent, tu vois, ces gens-là. Mais il dit « Pourquoi montrer ce genre de... Pourquoi publier ce type de vidéo qui révèle ce qu'on fait vraiment ici? Et toi, comment tu comprends ce qui s'est passé dans l'affaire de la flottille vers Israël? Eh bien, il y a eu une attaque contre la moitié de ces bateaux il y a environ 1 ou 2 semaines. Et cette attaque a eu lieu à environ 1000 km nautiques, si vous voulez, de Gaza. C'était en Crète, en Grèce. Donc ils ont voulu bloquer la moitié de cette flottille internationale Samoud avant même qu'elle ne sorte en Méditerranée, là où les bateaux auraient pu se disperser et approcher Gaza de différentes manières. Et c'est ce qu'ils ont fait. L'un de mes meilleurs amis a un mari. C'est un médecin, l'un des 100 médecins présents sur cette flottille, qui a eu le courage de défier le blocus, qui est illégal, et d'en assumer les conséquences si les États-Unis n'avaient pas le courage de protéger leurs propres citoyens, tout comme les autres gouvernements. Je crois qu'il y a environ 20 citoyens américains à bord, 200 au total. 50 bateaux étaient là, je l'ai dit, il y a 2 nuits. Et vous voyez comment ils sont traités là-bas. Franchement, c'est inimaginable. Enfin, encore une fois, comment peut-on dire que quoi que fasse Ben-Gvir soit inimaginable? Mais ça révèle une forme de suffisance, d'orgueil, d'arrogance dont les Américains devraient être conscients. J'ai des amis dans cette flottille. J'ai des amis dans la plupart des flottilles. Et dans la flottille du Mavi Marmara, en 2010, un citoyen américain a été tué. Et qu'a fait le président des États-Unis? Rien, d'accord? Alors vous savez, il y a ce vieil adage romain. Quand on est citoyen d'une grande puissance, civis Romanus sum, je suis citoyen de Rome. Oh mon Dieu, dans ce cas, enlevez-lui les menottes. Et si c'est Saint Paul, il dit qu'il doit aller à Rome pour obtenir réparation. Mettez-le sur un bateau et laissez-le partir. Citoyen de Rome. Citizen of Rome? Well, citizen of the United States doesn't mean a damn thing
Eh bien, être citoyen des États-Unis, ça ne veut plus rien dire si les Israéliens décident de te faire ce qu'ils veulent. Et tu l'as vu. Tu l'as vu de tes propres yeux. C'est fait pour intimider les gens. On sait que certains soldats de l'armée israélienne ont pris des photos de leurs mauvais traitements sur des prisonniers, des Palestiniens et d'autres. Et il y a ce journaliste du New York Times qui, il y a 5 jours à peine, a publié un récit détaillé expliquant comment les Israéliens auraient utilisé des chiens pour violer des personnes. J'ai vérifié, et oui, c'est possible. L'un d'eux témoigne exactement de la façon dont ça s'est passé. Ils ont pris des photos de ça, et on en a certaines. Voilà donc, Israël qui affiche clairement « on fait ce qu'on veut, point final ». Et encore une fois, avec Biden et maintenant Trump, qui soutiennent un génocide, la famine forcée, la punition collective. Mon Dieu. Alors, combien de temps nous, citoyens américains, allons-nous accepter ça? Je pense qu'on en saura plus au fil des mois, parce qu'en ce moment, Israël n'a plus qu'environ 32% d'opinion favorable aux États-Unis. C'est une première, d'accord? Et le taux de désapprobation, environ 2/3, 65%, je crois. C'est nouveau. Alors, est-ce que ça va se traduire par une influence au Congrès, que beaucoup de gens considèrent comme achetée et vendue par les Israéliens? Je ne sais pas. Mais c'est un vrai tournant dans l'opinion publique. Il faut simplement faire remonter ça jusqu'à nos représentants et nos sénateurs. Et parfois, le lobby israélien est tellement puissant que, rien qu'hier, ils ont réussi à écarter le républicain Massey, qui essayait de faire des choses sensées. Ils ont juste versé tellement d'argent dans la campagne de son adversaire qu'il a fini par gagner. Alors vous savez, si on a encore une minute ou deux, j'avais un lien personnel avec ce bateau pour Gaza. C'était l'année juste après le Mavi Marmara, ce grand navire turc qui vraiment a été attaqué sans pitié par les forces spéciales israéliennes, les forces de défense israéliennes. Environ 7 ou 8 personnes ont été tuées, dont un citoyen américain. Il avait la double nationalité américaine et turque. Alors ce qu'on a fait ensuite, et ça, c'était surtout l'initiative de Juifs progressistes à New York, d'où je viens, ils ont réussi à réunir assez d'argent pour acheter un bateau, pas un navire, un bateau. Ils l'ont remis en état, tout bien préparé, prêt à prendre la mer, si on peut dire. On l'a appelé le US Boat to Gaza. Et comme Obama était président à ce moment-là, on l'a baptisé The Audacity of Hope. Voilà, tout était prêt pour appareiller depuis Athènes, au port du Pirée. Et le bateau avait été inspecté plusieurs fois. Nous étions environ 55, dont des personnes comme Alice Walker, une écrivaine très connue. Il y avait aussi des journalistes du New York Times, de Democracy Now! Et d'autres médias. D'accord? Donc, on pensait vraiment que le voyage serait assez sûr, jusqu'à ce que les Israéliens fassent exactement ce qu'ils voulaient. Avant de partir, on m'avait dit qu'Obama avait essayé de convaincre Netanyahou, le même homme, de ne pas interférer avec nous, mais qu'il valait mieux ne pas trop y compter. Et à la Maison-Blanche, on se disait sans doute, bon, on peut peut-être tirer un certain avantage de tout ça, en voyant des corps de citoyens américains, des cercueils revenir de ce genre d'opération. Parce que là, ça ferait vraiment monter les enjeux. Ça renforcerait vraiment notre image. Avec l'AIPAC, d'accord. On m'a dit, j'ai été informé, que ça venait du Conseil de sécurité nationale. Et mon ami Craig Murray, ancien ambassadeur du Royaume-Uni, a vérifié de son côté, avec ses contacts au département d'État. Oui, Hillary Clinton avait donné la même consigne. Alors, pour faire court, nous voilà en train de cuire à Athènes en essayant de partir vers la mer Égée. Tout est prêt, on devait lever l'ancre le lendemain matin, et là, on reçoit un nouvel ordre d'inspection d'Athènes. Non, non, vous avez un problème de climatisation, vous ne pouvez pas partir. Alors, ce soir-là, on a tenu un vrai conseil de guerre. On s'est dit, on y va quand même. Et on l'a fait. Donc, en route, on est à 9000 nautiques du Pirée. On voit la Méditerranée, on est presque arrivé.
Et là, des vedettes grecques arrivent, avec des commandos, genre Tortue Ninja, qui nous disent « Vous n'allez pas plus loin ». Ça a duré une bonne heure, un face-à-face tendu. Et notre capitaine, lui, a pris un gros risque, parce que c'est une infraction à leur loi de sortir le bateau quand on n'a pas l'autorisation. Médéa Benjamin, il y avait toutes sortes de gens qui criaient sur ces personnes. Et les Grecs, eux, étaient vraiment, vraiment désolés. Ils disaient « On ne veut pas faire ça, mais on a reçu des ordres. » Alors, au bout d'une heure, le capitaine a dit « Bon, ils vont monter à bord, je pense qu'on doit faire demi-tour. » On a donc fait demi-tour, on a perdu le bateau, il a été saisi, et on n'a jamais pu aller plus loin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Obama a fait pression sur les Grecs, qui à ce moment-là avaient désespérément besoin d'un prêt du FMI, d'un vrai soutien qu'ils ne recevaient pas vraiment de l'Union européenne. Alors Obama a appelé Papandréou et lui a dit « Écoute, tu veux ce prêt du FMI? Ne laisse pas ce bateau sortir du Pirée. » Tu comprends? C'est exactement ce qui s'est passé. Ces patrouilleurs, ces marins ou ces gardes-côtes s'excusaient presque en disant « Écoutez, on ne veut pas faire ça, mais ce sont les ordres. » C'était donc Papandréou, après avoir parlé avec Obama. Et ça nous a laissé un goût tellement amer que nos propres gens ne nous ont même pas laissé quitter le port. On était prêts à subir tout ce que les Israéliens allaient nous infliger, vu ce qu'ils avaient fait l'année précédente. Mais on n'en a jamais eu l'occasion. Alors, je tiens vraiment à saluer ces personnes, parce que ce qu'elles font, c'est attirer l'attention sur une injustice flagrante. Gaza est une tache sur l'humanité, et les gens là-bas étaient tellement enthousiastes à l'idée de notre venue, de notre présence parmi eux. Et peut-être que je vais ajouter une dernière chose. Ce soir, je joue dans une pièce de théâtre. J'ai commencé une carrière de comédien. Mon nom est Rachel Corrie. My name is Rachel Corrie, a play which you could look up. In any case, Une pièce que vous pouvez retrouver si vous voulez. Bref, je viens justement de déjeuner avec ses parents. C'est un exemple bouleversant de la façon dont les Israéliens savaient qu'ils pouvaient s'en tirer après un meurtre. En résumé, Rachel Corrie, une volontaire internationale, logée dans une maison appartenant et habitée par des médecins palestiniens. Elle a vu le bulldozer arriver pour raser la maison. Elle s'est placée devant, avec sa veste orange, après avoir fait sortir tout le monde. Le conducteur du bulldozer a reçu l'ordre de lui passer dessus, puis on lui a ordonné de reculer pour s'assurer que son dos soit brisé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ah, la voilà. Oui. Vous savez, je connais très bien ses parents. Je porte ce bracelet que son père m'a donné il y a environ 20 ans. Il y est simplement écrit « Rachel Corrie », 10 avril 1979, 16 mars 2003, 16 mars. 2003. March 16th. Oh, Ah, c'est intéressant ça. 3 days before the attack. 3 jours avant l'attaque contre l'Irak. So, Alors, cette citoyenne américaine, assassinée de sang-froid, a été tenue à l'écart des premières pages de tous les journaux. On n'en a pratiquement pas parlé. Et pourtant, c'était la première volontaire internationale tuée par les Israéliens. Il y en a eu plusieurs juste après elle. Mais le message qu'il voulait faire passer aux volontaires internationaux, c'était clair. Regardez, vous n'êtes plus à l'abri. Et si vous voulez vous mettre devant les bulldozers, eh bien, allez-y, parce qu'on va vous écraser, et personne n'en saura rien, puisque nous contrôlons la presse américaine et occidentale. Alors, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Nous lisons cette pièce magnifique, déjà jouée auparavant, mais cette fois, elle se joue à Raleigh. J'aimerais pouvoir inviter tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je peux au moins les inviter à lire la pièce. Elle est bouleversante. Elle reprend ses écrits à sa mère et à son père. Et c'est vraiment, vraiment émouvant. Merci. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Avec plaisir, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. Inviting me.